Bien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Et au nom de toute l'équipe TousPark, soyez les bienvenus ce matin à l'appartement Lafayette pour ce nouveau Transformer Friday qui aura aujourd'hui l'ambition de se concentrer sur le secteur bancaire et sur ces transformations nombreuses, profondes, que nous aurons le plaisir d'évoquer ce matin à ce concours très apprécié de nos prestigieux speakers. Alors, c'est donc ici, rue Lafayette, que nous aborderons certes la stratégie de transformation, mais peut-être surtout son déploiement, son exécution. J'ai eu beau chercher une entrée en matière ce matin, j'ai eu un petit peu de mal. Le lien entre Lafayette et une quelconque exécution est celle de son opposition en réalité à l'exécution du duc d'Enghien, une exécution qui eut malgré tout lieu dans les fossés du château de Vincennes le 21 mars 1804, à la suite d'une opération de la police secrète dirigée par Savary et menée par le général Ordener. Ceci étant dit, je vous propose d'évoquer une exécution plus sympathique. C'est bien ici, en effet, au Transformer Friday que vous êtes rendus. C'est le rendez-vous des leaders de la transformation. Merci à tous d'être là. Nous reconnaissons certains visages, d'autres qui nous rejoignent. Nous en sommes très heureux. De toutes les manières, c'est ici un endroit d'échange et de rencontre. Profitez-en pour discuter avec vos pairs, pour nous rencontrer également, l'équipe TousPark qui respire, mange, dort et vit transformation. Après le Chief Transformation Officer, avec KPI de la transfo, après l'intelligence artificielle au service du changement et encore le rôle tout récemment de la DRH dans ces environnements mouvants, nous abordons ce matin la question de la banque avec à travers tous les sujets qui vous sont si familiers, de la notion d'engagement, à réenchanter l'expérience employée, en symétrie d'attention de celle des clients, à l'extra mile, l'enquête de sens par le collaborateur, des enjeux digitaux combinés à la préservation de l'humain, en passant par la quête, une chimère, diraient certains, de la fameuse agilité, ce Graal recherché en interne. Omnicanalité, nouvelles offres, digitalisation, nouvelles contraintes réglementaires, dans la salle qu'on n'avait pas fini de vous transformer. C'est le cas de nos clients, en particulier dans la banque. TousPark est en effet, mais vous le savez, l'application intelligente qui permet de déclencher, d'accompagner, de piloter toutes les transformations des grandes organisations en engageant chacun des collaborateurs via des modalités inédites, en rupture avec les pratiques traditionnelles, et ce, en 1 minute par jour, tous les jours. Le format est micro-intrusif. Il permet de délivrer un contenu riche, sous une forme ludique, mais qui repose surtout sur un solide socle scientifique. Notre conviction qui se vérifie chaque jour, c'est que le succès de nos clients réside dans le dynamitage de ce concrete layer, cette couche épaisse de béton qui sépare trop souvent ceux qui pensent la transformation de ceux qui sont appelés à la faire vivre au quotidien sur le terrain. Le modèle TousPark, est plébiscité par plus de 200 000 collaborateurs, 200 000 utilisateurs dans le monde, et ce, dans plus de 30 pays. Il repose sur un puissant algorithme qui rend l'expérience pour chacun, tant du côté de l'utilisateur que du manager, à la fois très agréable, intéressante, unique, addictive. En réponse aux enjeux de nos clients, nous créons donc un rituel quotidien, une relation désintermédiée entre le cœur de l'organisation et toutes ses extrémités, et ce, dans les deux sens, par le flux descendant de l'appropriation, par le flux remontant de l'adoption, et ce faisant, nous bouclons toute la boucle de la transformation, avec un chatbot qui va, sur le terrain, restituer des KPI qui sont d'ordinaire invisibles, des KPI d'engagement qui rendent enfin la lecture de la transformation objective et mesurable. C'est ce qu'ont compris entre autres les groupes BNP Paribas et Société Générale, qui figurent parmi nos plus anciens et nos plus chers clients, et c'est avec eux et deux éminents représentants de ces belles maisons que nous allons parler ce matin de stratégie de déploiement et de vitesse d'exécution des transformations. Je vous prie donc d'accueillir avec moi pour animer cette matinée Lara Pavlich, CEO et fondatrice de TousPark.
Paul Georgère, directeur de la formation Banque de détail France à la Société Générale. Ainsi que Cédric Derby, Global Head of Structured Credits IT and Operations chez BNP Paribas CIB. Il est temps pour moi de m'éclipser en partageant avec vous la nécessaire distinction entre vitesse et précipitation. Bien sûr, 1 minute par jour, il faut le prendre, ce temps. Il est court, mais il est dans la durée. Et nous terminons par cette croyance dans la technologie pour l'avancée de ces transformations avec Milan Kundera qui disait « La vitesse est la forme d'extase dont la révolution technique a fait cadeau à l'homme ». Messieurs, nous nous extasions d'avance, et là-bas, c'est à toi. Merci beaucoup Giorgio, et toujours dans la grande modestie qui te caractérise, tu ne t'es pas présenté. C'était donc Giorgio, VP Sales de TwoSpark, et grand speaker, comme vous avez pu le constater. Il y a un certain nombre de choses qui me rendent extrêmement fière dans la vie. Je ne vais pas faire comme les Américains qui traditionnellement parlent de leurs enfants, même si c'est vrai. Mais il y a aussi cette boîte, TwoSpark, que j'ai cofondée il y a 7 ans et qui voilà, réunit des gens absolument formidables, mais qui m'a donné l'occasion à 2 reprises maintenant de mettre côte à côte ces 2 grandes banques que sont Société Générale et BNP Paribas pour parler du sujet de la transformation. Et ça, je trouve ça super, parce que ce n'est pas complètement commun non plus. Donc merci beaucoup Paul et merci Cédric pour avoir accepté d'être là aujourd'hui et parler des sujets qui vous préoccupent au quotidien. Les banques sont des organisations gigantesques, matures, qui font face depuis plusieurs années déjà à des transformations profondes. Vous êtes très challengés. Vous êtes très challengés par vos concurrents traditionnels, vous mutuellement, mais vous êtes challengés aussi par des nouveaux entrants. Je pense à toutes les banques en ligne. Vous êtes challengés par des tout petits acteurs, que sont les fintechs, qui viennent grignoter les parts les plus lucratives du business. Et vous êtes aussi challengés par quelque chose qui est encore plus profond et encore plus puissant, qui sont les changements de posture de vos clients. Et des ambitions qui sont grandissantes. On a parlé d'omnicanalité tout à l'heure, par rapport à ce parcours client. Et donc, par rapport à ça, on a voulu que d'abord vous parliez de vous, de ce que sont vos projets, et de la façon dont vous arrivez à les déployer dans vos gigantesques organisations. Et bien donc, Paul, est-ce que tu peux nous parler de ce que sont les projets de transformation de la banque de détail chez Société Générale? En tout cas, comme je le dis, on est une très grande organisation. La Société Générale, tout comme la BNP, est encore plus grande que nous. Donc je vais parler plutôt de la partie de transformation que je connais mieux. Il y en a sûrement beaucoup d'autres dans les grandes maisons auxquelles j'appartiens, donc je ne pourrais pas vous parler. Je vais essayer de parler de celles que je connais. La première chose introductive que je voudrais faire, c'est qu'effectivement, Cédric et moi, on a un point commun, on a un grand sponsor de transformation. Donc, planter le cadre, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières allocutions du président de la République, qui avait dit il y a un métier en transformation, c'est qu'il n'y aura plus de chargé de clientèle et plus de banque de réseau dans 5 ans. Ce qui avait quand même posé un peu le décor de la transformation de la banque de détail telle qu'elle devait se poser en France, puisque même le président de la République est en train de démontrer qu'il n'y avait pas beaucoup d'avenir dans l'autre métier. Donc, je crois qu'on a ce type d'introduction. Il faut revenir vers le collaborateur et réenchanter un petit peu le discours. Plus sérieusement. Moi, j'ai le plaisir de travailler dans la banque de détail, c'est une agence que vous voyez qui est chez vous, avec un beau logo rouge et noir. J'espère que vous êtes tous clients, et dans cette agence, il y a beaucoup de gens qui sont à vos services. Et effectivement, on est aujourd'hui face à une vraie transformation de nos clients, avec une transformation technologique qui est majeure. Et finalement, le modèle que l'on a choisi, c'est on va revendiquer ce modèle de proximité auprès de vous, avec toujours beaucoup d'agences, un peu moins que par le passé, mais toujours beaucoup, et puis de vous faciliter la vie à travers cette
souci que Lara a posé, je vais poser aussi le mien. C'est-à-dire que vous avez aussi une agence Société Générale au bout de votre main. Et donc le slogan qu'on a retenu, c'est de finalement faire le meilleur du digital et de l'humain, c'est-à-dire vous faciliter la banque le plus possible au travers de cet outil, en vous donnant la possibilité finalement de faire toutes vos opérations aussi sur votre téléphone, et finalement de faire toutes vos opérations comme vous le souhaitez, soit auprès de votre agence, soit en nous téléphonant, soit en les faisant vous-même. De vous faciliter la vie, de rendre la banque simple et facile avec du digital, très largement amélioré. Ça, c'est un grand axe. Et le deuxième axe, finalement, il fait écho à celui-là. C'est de dire, finalement, quand vous allez venir en agence, quand vous venez en agence, puisque vous êtes capable de presque tout faire tout seul, vous venez pour des choses importantes. Et donc, les collaborateurs, vos interlocuteurs, finalement, ils ont besoin de vous apporter ce conseil, cette valeur ajoutée que vous attendez, puisque si vous vous déplacez pour venir nous voir, vous trouvez quand même auprès de nous finalement un conseil de haute qualité parce que vous venez pour un placement important, pour acheter un bien immobilier, parce que vous avez eu un moment de vie important, qui peut aussi être dramatique, parce que dans des moments qui ne sont pas toujours drôles, la disparition d'un proche, etc. Et vous vous posez des questions et souvent, il y a dans ces moments de vie importants une dimension autour de l'argent qui n'est pas négligeable. Et donc il y a à la fois des moments importants, des moments techniques purs, parce que vous attendez une technicité sur l'opération bancaire, et j'insiste aussi beaucoup là-dessus, des moments émotionnellement forts. Alors le décès c'est évidemment l'extrême, mais un de nos clients n'achète de résidence ou de biens immobiliers que 2 fois dans une vie. Donc pour un conseiller, c'est monter un crédit, il en fait plusieurs par semaine, donc c'est un acte anodin. Pour la personne qui est en face de lui, c'est un acte majeur. C'est un acte qui le fera 2 fois dans une existence. Et donc là-dessus aussi, il faut que, effectivement, nos clients ressentent plus une forme de prise en charge, à la fois émotionnelle et technique, de meilleure qualité, une meilleure expérience client, pour dire les choses de façon plus moderne. Mais c'est aussi ça l'enjeu. C'est ça le modèle de transformation que l'on souhaite faire. C'est donc beaucoup plus de facilité au bout de la main et d'offrir une expérience digitale simplifiée et multicanale. On peut tout faire et on choisit la façon de le faire avec la banque. Et effectivement, plus d'expertise, à la fois technique et relationnelle, dans nos agences, avec effectivement, de ce fait, moins d'agences, parce qu'on voit bien que dans une agence où il y a très peu de collaborateurs, on a forcément des généralistes. Et que si on veut donner cette expertise aux collaborateurs, il faut mieux un peu moins de points de vente avec des points de vente dans lesquels on va loger des spécialistes qui vont, à certains moments, être en capacité de répondre à des attentes particulières de nos clients. Voilà un petit peu la transformation sur laquelle nous sommes engagés, puis on rentrera peut-être tout à l'heure un peu dans le détail, ce que ça veut dire concrètement, à la fois en termes internes, et puis pour nos collaborateurs, qui sont donc pleinement au cœur de cette transformation. Et je vais la parole à Cédric pour parler de sa partie. Alors, moi sur la partie CIB, et plus particulièrement la partie corporate banking, qui sont toutes les problématiques de financement sur les grandes entreprises, on n'a pas encore les mêmes problématiques que la banque de détail peut avoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore attaqué de manière frontale par des nouveaux acteurs, par des fintechs. Et un des gros challenges pour nous, c'est déjà de faire comprendre au management que ça risque d'arriver et qu'il faut peut-être se préparer avant que ça n'arrive. Et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est-à-dire c'est prévoir la façon, en tenant compte de ce qui se passe aujourd'hui sur la banque de détail, d'essayer de prévoir comment ça risque de se dérouler dans les années qui viennent pour le corporate banking. On a aussi des clients qui sont extrêmement différents, donc des secteurs qui vont être attaqués plus vite que d'autres. On a des entreprises qui ont besoin de gérer leur trésorerie, de gérer du cash. On sait très bien que cette partie-là va être attaquée assez rapidement puisque c'est assez similaire de problématiques de détail. Par contre, sur les financements spécialisés de grands projets d'autoroutes, de construction d'avions, ou ce genre de
chose, on imagine que ça n'arrivera que plus tard. Et aujourd'hui, pourquoi ça n'arrivera que plus tard? C'est qu'une des grandes choses importantes dans ces financements, c'est la confiance. C'est-à-dire que la banque a un rôle à jouer clé dans ce genre de financement, qui est que les clients nous font confiance, qu'il y aura de la confidentialité, qu'on pourra travailler de manière sereine et qu'on pourra les accompagner tout au long de leur financement. Donc ça, c'était pour introduire. Donc ça, c'est une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est aussi convaincre qu'il faut quand même avancer, même si on n'est pas attaqué directement, et qu'il ne faut pas forcément attendre. Moi, j'ai un rôle double. Je suis à la fois responsable des équipes opérationnelles, plutôt middle et back-office, qui s'occupent de la gestion des opérations de financement. Mais je suis aussi responsable d'un grand projet de transformation de la chaîne crédit. On est sur une problématique, alors je pense que Paul a une problématique, on en parlait juste avant, d'atomisation des agences, donc de dispersion des collaborateurs dans de multiples agences. Nous, on a des grands blocs où les collaborateurs sont ensemble, mais notre problématique principale, c'est qu'on travaille sur 3 régions et 50 pays, avec 7000 utilisateurs. Je ris, puisque j'ai une collaboratrice, on a même du mal à compter le nombre de collaborateurs qu'on a. On se dit qu'on est entre 5000 et 7000. Voilà. Puisque derrière, on a une grosse difficulté d'aller dans toutes les branches partout, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, dans les branches européennes, et savoir exactement qui est réellement impliqué dans ce processus. Parce que, bien sûr, plus les branches sont petites, plus il va y avoir des rôles très transversaux. Donc ça, c'est notre première problématique. On y reviendra au moment du déploiement, 50 pays et jusqu'à 7000 utilisateurs. Pour le déploiement, ça va être un gros challenge majeur. L'autre challenge, c'est quand on parle de la chaîne crédit, on parle de la requête du client, jusqu'à la deuxième étape, c'est d'estimer le risque du client, de valider en interne si on est prêt à financer ce client, et derrière, d'activer les lignes de crédit et de gérer son crédit. Donc, vous comprenez bien que là, on parle d'une multitude d'acteurs aussi, la personne commerciale qui va gérer la relation client, des métiers spécialisés front office, des middle office, des risques, des back office, des personnes qui vont effectuer les contrôles. Donc une dispersion également en termes d'organisation. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on parle de transformation, je pense qu'il faut bien garder à l'esprit aussi qu'on ne travaille pas que sur un aspect, mais sur de multiples aspects. Et nous, on a décidé de travailler, et je rejoindrai un peu ce que disait Richard Branson, c'est vous occupez pas de vos clients, occupez-vous de vos collaborateurs internes, et eux, ils s'occuperont bien de vos clients. Et nous, on a pris ce parti-là, c'est-à-dire d'essayer d'améliorer tous les processus internes pour nos collaborateurs internes, pour qu'ils puissent être dans les meilleures conditions pour répondre de manière optimale aux clients. Donc le premier axe, ce sont les processus et les organisations internes qui doivent faciliter la vie de nos collaborateurs. La deuxième partie, c'est la donnée. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on parle énormément. Le traitement de la donnée est clé et c'est quelque chose, avec toutes les ruptures de chaîne qu'on peut connaître dans notre environnement, qui est absolument fondamental. Et pour revenir encore une fois à la vie des collaborateurs, saisir 50 fois la même donnée, ça ne facilite pas leur vie et ça ne facilite pas le fait qu'ils répondront plus rapidement aux clients. La troisième chose, nous on est sur une industrie qui est très très utilisateur de papier. On parle de digital. Nous, sur certaines activités, on reçoit 4-5 cartons avec tous les contrats papier qui ont été signés à la main. Et donc, il faut bien sûr les scanner, les ranger. Voilà. Donc, la partie gestion documentaire est ultra importante dans notre industrie. On est encore dans une industrie où on s'envoie des fax. Donc, le chemin est encore là. Donc, la partie gestion documentaire est clé. L'autre partie, et c'est la dernière, c'est la visibilité et la transparence vis-à-vis du client. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à donner une information claire et précise de où on est sa transaction. Est-ce que c'est bloqué ou pas bloqué? Est-ce qu'on a un problème particulier? Je pense qu'on le voit aussi au quotidien avec nos agences qui ont eux aussi beaucoup de mal à nous transmettre de l'information. La transmission d'informations sur où on est
une opération pour le client est aussi fondamentale, et ça, encore une fois, on revient au parcours client, au parcours interne du collaborateur. Après, et ça c'est le dernier point, bien sûr, on travaille sur toute forme d'automatisation avec les nouvelles technologies. Donc, nous, on n'est pas attaqué directement par des fintechs, mais on va les utiliser pour pouvoir bénéficier de technologies style robotique, intelligence artificielle et reconnaissance visuelle, par exemple, qui vont encore une fois nous aider à faciliter la vie des collaborateurs pour qu'ils puissent, in fine, se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée et éviter de passer trop de temps sur les tâches redondantes ou de pure série. Donc voilà, pour finir là-dessus, nous la problématique c'est vraiment de répondre à des cas multiples et des cas très spécifiques, géographiques, métiers, organisationnels. Et le bénéfice de cette transformation digitale, ça va être bien sûr une rapidité d'exécution et de réponse aux clients, et aussi permettre aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée et des tâches bien sûr beaucoup plus enrichissantes pour eux. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes tous les deux sur des métiers très différents. Mais in fine, ce qu'on comprend, c'est que vous avez des enjeux de complexité qui se ressemblent. Dans le fond, vous faites face à un panel de métiers, d'activités qui est extrêmement large, sur des populations qui sont extrêmement profondes et qui sont non seulement nombreuses, mais en plus très éloignées du centre. C'est un peu la quadrature du cercle. Comment est-ce que vous faites? Cédric, peut-être, est-ce que tu veux démarrer? Comment on fait ça? On lutte quotidiennement. Le fond de la question, parce qu'il y a aussi il y a des transformations qui sont purement digitales, purement, on va dire, système, et qui ne demandent rien à personne, qui se déploient et ça se passe très bien. Ce n'est pas les plus nombreuses. Le gros des transformations nécessite à ce que tu aies ces fameux milliers de collaborateurs qui montent à bord de la transformation. Le sens de ma question, c'est comment est-ce que tu fais pour leur proposer quelque chose qui les intéresse et sur lequel ils ont le sentiment d'adhérer et donc sur lequel ils vont pouvoir s'embarquer. Et Paul, je poserai la même question. Et si vous permettez, il y a une question dans la salle qui ressemble. Et j'en profite pour rappeler que le numéro de téléphone que vous voyez à l'écran est le mien. Profitez-en pour poser vos questions pendant la conférence. Pouvez-vous être certain, messieurs, que tous vos collaborateurs partagent la même définition du mot transformation? Et si oui, comment faites-vous? Ça ressemble. Oui, c'est assez intéressant et c'est pour ça que on lutte quotidiennement, parce que c'est transformation digitale, pour moi, c'est jamais que technologique. Et le problème, c'est qu'on le limite souvent à l'aspect technologique. Et pour rejoindre la question de la question de la salle, ce qui est important et ce qui permet d'embarquer les collaborateurs, c'est la stratégie et la vision. Et ça, alors, une fois qu'on l'a dit, c'est pas simple. On est dans un monde mouvant, dans un monde incertain, et on ne sait pas vraiment quel sera notre business dans 5 ans. Donc il faut avoir une vision qui parle assez aux collaborateurs, tout en considérant que cette vision pourra évoluer au cours du temps suivant les différents éléments. Donc pour répondre à ta question, c'est ultra important que le top management et nous en tant que managers passions un temps nécessaire pour définir cette vision et définir cette stratégie. Et s'assurer, bien sûr, pour revenir à cela, qu'elle soit bien comprise par tous les collaborateurs. Alors, là, quand on parle de milliers de collaborateurs, pour s'assurer qu'elle soit bien comprise, et c'est là, après, on va parler de Spark, c'est qu'on a besoin d'outils, et qu'on a besoin d'aide à la communication, d'aide de relais également, pour pouvoir transmettre ce message. Et donc, nous aussi, la façon dont on essaye d'embarquer les utilisateurs, on en parlera peut-être un peu plus longuement, mais c'est d'adopter des processus agiles. L'agilité, c'est un peu un besoin, mais les principes clés de l'agilité, c'est de remettre l'utilisateur au centre
du changement. Et donc, pour ce qui est une transformation technologique, de bien tenir compte et de l'embarquer au plus tôt dans cette transformation. Et donc on va parler de co-design, c'est-à-dire construire l'outil par exemple avec l'utilisateur. Ça veut dire faire des allers-retours très fréquents avec l'utilisateur. C'est pas juste aller voir une fois et puis lui présenter l'outil 2 ans plus tard et dire bah non, c'est pas trop bien compris, c'est pas vraiment ça dont j'avais besoin. Si on arrive à aller le revoir régulièrement pour bien s'assurer qu'on a bien compris de ce dont il avait besoin, on aura aussi cette faculté d'échange qui permettra de savoir si nous on est dans la bonne voie pour la transformation et lui de comprendre dans quelle voie on l'emmène pour cette transformation. Donc là-dessus, une des clés c'est vraiment d'arriver à remettre l'utilisateur au centre et de travailler avec lui, de ne pas en avoir peur et donc le client gagne. L'autre problématique qu'on a, c'est de faire aussi là-dessus des produits simples et intuitifs. Et donc ça revient encore une fois au co-design avec les utilisateurs, c'est-à-dire que en discutant avec eux, on arrivera rapidement, et on utilise beaucoup dans notre programme une méthodologie qui s'appelle UX Design, qui va même étudier l'émotion que peut avoir un collaborateur en effectuant une tâche, pour arriver justement à travailler sur un état d'esprit positif et derrière avoir non seulement un outil mais un process qui va lui permettre de mieux effectuer cette tâche et dans de meilleures conditions. L'autre élément important, c'est toujours de tester ce que l'on est en train de faire, donc que ce soit en termes de formation, que ce soit en termes de construction d'outils, que ce soit en termes de nouvelles méthodes managériales. Il est important de se remettre en question fréquemment et de tester avec ses collaborateurs et de toujours avoir ce dialogue perpétuel qui nous permet nous aussi de nous adapter à ces changements de pratique et ces changements de posture comme tu disais. Et l'autre partie, et ça fera peut-être une transition pour Paul, c'est la formation est clé. Et la formation, c'est pas une formation uniquement des collaborateurs, c'est la formation du top management, c'est-à-dire que ça doit infuser dans toute l'organisation. Et ça, c'est un des plus gros challenges aujourd'hui, c'est-à-dire que si le top management n'est pas convaincu et ne maîtrise pas ces méthodologies, ça aura beaucoup de mal à infuser dans l'organisation. Et pour revenir encore à la compréhension de la transformation, les collaborateurs ont beaucoup de mal à comprendre la voie dans laquelle on les emmène en termes de transformation. Je vais compléter pour des choses qui vont se recouper. Je veux juste revenir sur le point que j'ai développé tout à l'heure, en fait, en vous disant qu'aujourd'hui, essayer d'illustrer ce que c'est que un des sujets de la transformation, c'est le décalage qu'il peut y avoir entre le discours de la cible et là où on va. Moi, j'ai une très bonne nouvelle, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on interroge nos clients ou nos collaborateurs, le modèle que je vous ai décrit, finalement, qui est un modèle dans lequel il reste un certain nombre d'agences qui viennent chercher de l'expertise et une banque digitale qui simplifie la vie, vous, nos clients nous disent c'est exactement ça qu'on veut. On veut toujours avoir une banque en proximité. Mais on veut qu'elle soit plus simple. Donc ils sont d'accord sur le modèle. Et le collaborateur me dit, mais moi aussi j'ai envie de faire des opérations à valeur ajoutée. Donc finalement, être là dans les moments de vie de mon client et pas m'enquiquiner parce qu'il y a un problème de ceci ou cela avec lui, et moi je veux bien aller sur ce modèle. Tout le monde est d'accord. Sauf que la façon dont ce modèle est incarné ne satisfait ni nos clients aujourd'hui, ni nos collaborateurs. Parce qu'on est entre les deux. On n'est plus dans l'ancien modèle monde et on n'est pas encore arrivé au modèle. C'est ça la réalité. Parce que quand vous venez dans nos agences, parfois vous ne trouvez pas l'expertise qu'on vous a vendue sur la pub ou que je suis en train de vous vendre. Vous dites, voilà, Jean-Gère, vous allez aller demain dans votre agence pour négocier un prêt, et vous dites, Paul Jean-Gère, c'est vraiment moqué de nous parce que je n'ai pas vraiment l'expertise. Et le collaborateur, c'est la même chose. On lui dit qu'il va s'occuper d'opérations à valeur ajoutée, et parfois, il va avoir un processus informatique kafkaïen pour faire une opération d'une simplicité déroutante. Il va mettre 1h15 ou 1h30 pour aujourd'hui ouvrir un compte en banque à vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, les obligations qui nous sont données par le législateur en termes de conformité des opérations et de connaissance du client avec une
grandes finesses font qu'on en est là. D'accord. Peut-être que dans 6 mois, ce sera plus du tout le cas parce qu'il y aura effectivement un processus complètement automatisé qui fera que le contrôle sera natif, qu'on mettra plus standard. Et que le collaborateur, à ce moment-là, verra la transformation. Et aujourd'hui, sur cette opération-là, la transformation que je vous ai décrite, elle est incantatoire. Il se dit juste, c'est du storytelling. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il y a un décalage à un moment donné entre ce qu'on annonce au marché, ce qu'on annonce à nos clients, ce qu'on annonce aux investisseurs, comme étant le modèle qu'on veut faire à 5 ans, et la réalité, ce que nos collaborateurs et aussi nos clients voient à court terme dans leur quotidien avec nous. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut gérer les choses dans la transformation, qu'il faut apporter des réponses et s'occuper de façon très forte, de façon très massive des collaborateurs. Pourquoi s'occuper de façon très massive des collaborateurs? Parce que ce sont les collaborateurs qui font la vente, et particulièrement la vente de détail, puisque les seules personnes que vous voyez en dehors de moi ce matin pour regarder la Société Générale, vous pourrez me parler à la fin de tous les problèmes que la Société Générale a pu vous générer lorsqu'elle a perdu un chèque, lorsque vous avez payé votre crédit, tout ça, je suis là pour ça. N'hésitez pas, c'est partie de mon métier, je suis hors d'études, et de résilience, donc vous n'hésitez pas, ça me fait presque plaisir. J'essaierai de vous aider, mais voilà, donc c'est ce décalage qui existe entre ce qu'on veut incarner, ce qu'on dit vouloir incarner, et au moment où on le dit, la réalité des faits. Et c'est pour ça qu'il faut s'occuper des collaborateurs, parce que les collaborateurs, c'est la phase visible de la banque pour vous. Et si ces collaborateurs ne sont pas porteurs de ce que je vous dis, ne l'incarnent pas devant vous, on aura beau faire toutes les campagnes de communication, d'explication, etc., ça ne servira à rien. Parce que normalement, on veut des choses tangibles, on veut des preuves de cette réalité. Donc, il y a plusieurs éléments, évidemment, comme le disait Cédric, il y a énormément de choses qu'on doit faire des collaborateurs, il n'y a pas une réponse. Et je pense que c'est un faisceau d'action. Moi, je considère que la première de ces actions, c'est le levier managérial et la façon dont le collaborateur sent que son manager direct va l'accompagner au quotidien dans la transformation, lui expliquer, lui donner du sens jour après jour, y venir avec une ritualisation de la répétition qui, à mon avis, doit se faire, et ce côté rassurant, mise en mouvement. Je pense que ce rôle de manager de proximité est absolument essentiel. Ça, c'est une chose. Et après, il y a quand même toute cette dimension où on se dit finalement, qu'est-ce qu'il y a dans cette transformation pour moi? En d'autres termes, qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que je gagne à monter en expertise? Qu'est-ce que je gagne à mieux faire ceci ou cela? Parce que, de manière tangible aussi, peut-être qu'à la fin du mois, sur ma fiche de paye, je ne peux pas complètement voir les fruits de la façon dont je me suis transformé. Pas immédiatement. Donc, il faut quand même, alors que ce n'est pas des sommes seulement trébuchantes qui matérialisent l'effort, retrouver un certain nombre de sens et donc donner aussi une forme de nouvelle promesse employeur à nos collaborateurs et passer d'une promesse employeur qui est celle des banques jusqu'à présent qui est presque une forme de tu rentres chez nous mais tu passeras toute ta carrière à la Société Générale jusqu'à ce que la retraite s'en suive donc c'est plus de l'emploi à vie, c'est plutôt une notion d'employabilité à vie. On n'est pas les seuls à aller sur ce type de discussion. En tout cas, c'est ce que nous essayons de mettre en œuvre, c'est-à-dire de donner aux collaborateurs les moyens de gérer durablement son employabilité, son domaine d'expertise dans laquelle il a un nouvelle, et de se mettre dans une gestion assez dynamique de sa carrière. Et ça passe, je dirais, par différents volets. D'une part, on a fait tout un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences très outillé de façon digitale dans lequel le collaborateur peut finalement faire un diagnostic, en tout cas une forme de bilan de compétences personnelles digitalisées pour où est-ce que j'en suis finalement, sur mes grandes compétences bancaires, mes soft skills, etc. Avoir une forme de mapping de ce socle, et sur la base de ce mapping, d'avoir un certain nombre de parcours de mobilité interne qui lui sont proposés, vers quoi je peux aller. Et les postes qui lui sont proposés ou qui lui sont suggérés sont très transparents, très ouverts sur quelles sont finalement les expertises ou les compétences qu'on en attend. Voilà. Et
donc là déjà, c'est une forme de mise à plat des choses. C'est-à-dire, c'est plus une boîte noire, la RH, où finalement je vais prendre le poste qu'on m'aura conseillé. On ouvre, on dit voilà les passerelles, voilà où tu en es, et si tu veux aller vers telle passerelle, ben voilà ce type de profil, le type de compétences que l'on cherche. Ça déjà, dans une banque un peu paternaliste et pyramidale, c'est déjà en soi une forme d'ouverture pour le collaborateur, on lui dit voilà, on ouvre les règles du jeu. Première chose. Deuxième des choses, effectivement, là, cette partie c'est plus mon domaine, puisque inévitablement, quand on dit au collaborateur, projette-toi, si tu veux aller vers tel type de poste, tu vas acquérir un certain nombre de compétences, on va assez naturellement se tourner vers la formation en disant bah, qu'est-ce que l'entreprise va me mettre à disposition pour, je dirais, m'inscrire dans cette dynamique. Donc, effectivement, une évaluation assez profonde des programmes de formation, une dynamisation, et là aussi, le collaborateur puisse se mettre en mouvement avec des offres beaucoup plus digitales, sur des modalités beaucoup plus courtes, que le collaborateur peut faire sur des temps de travail et courts, et avec des modalités presque bring your own device. Aussi, il veut là aussi se former ou se mettre dans une dynamique, il peut utiliser des choses modernes qu'il utilise dans sa vie de tous les jours. Pour changer un balai d'essuie-glace, il passe sur YouTube, donc il n'y a pas de raison pour faire un certain nombre de choses bancaires qu'il ne puisse pas aller sur un YouTube interne pour apprendre un geste métier quelconque. C'est ce type de choses dans lequel on travaille. Donc là aussi, ça donne une vraie réponse au collaborateur et ça lui montre que quelque chose a changé pour lui. Et cette inscription dans le temps, il va falloir aussi qu'on aille plus loin et le troisième volet qu'on est en train de faire, qu'on va fortement déployer en 2019, c'est de dire, bah, une fois que tu peux te positionner, tu as une visibilité sur là où tu es, tu sais ce que tu dois faire comme progrès, quelle démarche tu veux mettre, on te donne les grands programmes de formation. On va essayer de ritualiser ces moments de formation pour qu'on va dégager dans les agendas 1 heure par semaine, 1 heure pour que le collaborateur se développe, 1 heure pour soi, et on va essayer de ritualiser aussi ce moment de développement de soi pour que le collaborateur, en agence ou partout, au siège, ait le temps pendant 1 heure de prendre un peu de temps pour lui, pour se former, pour acquérir quelque chose, pour regarder une vidéo interne ou même une vidéo externe, parce que voilà, tout ne peut pas être que dans la course après le temps, et on veut finalement instituer une espèce de rituel de 1 heure pour soi, 1 heure pour se former, parce que voilà, d'une part les gens ont de moins en moins tendance à vouloir venir sur des formations en délocalisé, et puis on pense que les modules courts sont quand même très efficaces. Et enfin, il y a le dernier point moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est de faire en sorte que le développement des compétences se mette à la machine à café. On aura gagné la partie quand les gens commenceront à parler de formation entre eux. C'est ce qu'on fait très bien avec Un jour une minute. En agence, c'est que les gens en parlent parce que c'est fun, parce que c'est challenge, parce que ça prend 1 minute. Alors, il faut que les dispositifs de formation dans la banque de détail Société Générale deviennent comme ça, qu'ils soient en rupture et que finalement, soit on en parle parce qu'on n'a pas compris, soit on en parle parce qu'on s'est amusé, soit on en parle parce qu'on a appris quelque chose, mais que ça devienne une forme de viralité et quelque chose de très naturel. Je parlais d'une modalité, non pas de formation, j'appellerais ça de l'information, de formation, de développement de soi. Donc c'est cette bascule-là qu'on veut le mettre au cœur du dispositif, au cœur de la journée de travail, au cœur de nos agences. Ça tombe assez bien parce que finalement c'est ce que aussi promeut les lois Macron sur les évolutions de la formation avec une place de plus en plus dominante qui est donnée à la formation en situation de travail. Donc on est dans ce mouvement-là pour voilà, faire en sorte qu'on sorte d'un système dans lequel on travaille d'un côté et on va se former et on retourne travailler. C'est vrai que ce soit complètement intégré, continu et naturel parce qu'il n'y a que en mettant en œuvre, que en mettant en pratique que l'on apprend. On sait bien quand on va se former tous les jours, on revient et pendant après on a publié sur la manière en pratique. Si on veut continuer si on veut arrêter de jeter l'argent par les fenêtres en termes de formation, il faut, je crois, aussi réussir cette révolution. Voilà. Donc nous, on a vraiment un certain nombre de réponses très claires aux collaborateurs aujourd'hui pour qu'ils aient l'impression, avec des éléments de preuve assez puissants, qu'il y a quelque chose pour eux dans cette transformation. Parce qu'aujourd'hui, au quotidien, ils n'ont pas encore tous les process simplifiés, ils n'ont pas encore tous les outils, et ça peut leur paraître finalement assez en décalage entre le discours et la réalité qu'ils vivent aussi. Donc pour ça, il faut aller chercher sur des choses qui les touchent directement, et pour lesquelles ils se disent, oui, il y a quelque chose qui change. L'organisation entre les preuves.
juste rebondir parce que je trouve très juste ce décalage entre ce qu'on promet aujourd'hui aux clients ou aux collaborateurs et justement quand je parlais d'agilité, ce qui est très important, c'est de faire comprendre aussi qu'en incluant le client ou l'utilisateur dans la construction du produit et aussi quelque chose qui est très important sur la progressivité du déploiement du produit, c'est-à-dire qu'il va voir des choses qui se passent réellement. C'est pas juste de la théorie en disant j'ai besoin de ça et après je revois les personnes quelques mois et souvent quelques années après avec le produit, c'est qu'il va le voir de manière fréquente et on voit nous aujourd'hui sur des démonstrations qu'on peut faire, c'est quelque chose de concret et donc la personne se rend compte que effectivement il y a quelque chose qui est en train de se passer et que c'est pas juste incantatoire. Donc ça c'est ultra important pour arriver encore une fois à embarquer les collaborateurs. Et le deuxième point sur lequel je rebondirai également, sur cette notion de formation, on essaye aussi de s'équiper de différents profils, que ce soit coach, facilitateur, donc des personnes qui sont sur le terrain au quotidien pour aider les collaborateurs à maîtriser les nouvelles méthodes, à s'approprier des nouveaux concepts et à les pratiquer. Parce que comme le disait Paul, la pratique est la meilleure des formations. Donc en plus d'outils de formation que l'on déploie, cette présence physique avec des personnes pouvant accompagner les collaborateurs au quotidien, être sûr qu'ils maîtrisent et qu'ils sont confortables avec ces nouvelles méthodes, parce que la problématique souvent c'est le manque de confort par rapport à une méthode particulière qui fait que les gens n'adhèrent pas totalement, est très importante et nous on le voit au quotidien que ça porte ses fruits mais que ça doit se prolonger dans la durée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire on le fait quelques mois et on arrête. C'est quelque chose vraiment qui continue dans la durée et là les entreprises aussi doivent s'équiper de ce genre de rôle. Peut-être qu'on a l'impression par moment que ce sont des bullshit jobs, mais ce ne sont pas des bullshit jobs, c'est vraiment des gens qui sont là pour accompagner les collaborateurs, qui sont là pour les former au quotidien. Et encore une fois, on n'est pas sur une formation 2 jours et après on oublie tout ou 6 mois, c'est tous les jours, on va permettre de répéter les mêmes choses, de les pratiquer en réunion, de les pratiquer dans sa vie quotidienne et donc de les maîtriser. Alors moi là je bois du petit lait parce qu'effectivement ça fait tellement écho avec les grands principes qu'on défend chez Tout Spark depuis toujours. Je vais essayer de synthétiser en quelques mots ce qu'on vient d'entendre et puis si vous avez d'autres choses à ajouter, n'hésitez surtout pas. Mais ce que je comprends de ce que viennent de me dire Cédric et Paul, c'est essentiellement 2 choses. La première, réussir une transformation, c'est d'abord être transparent. Parce que la réalité, c'est que même dans les grands réseaux, même sur des populations qui sont très éloignées du centre, est-ce qu'ils s'attendent à ce qu'une transformation arrive? Évidemment qu'ils s'y attendent. Ils sont eux-mêmes consommateurs, ils ont eux-mêmes une expérience utilisateur qui est complètement différente, qui est en train de changer. Et le fait que ça ne se passe pas de façon totalement symétrique dans l'entreprise, c'est étrange. Donc évidemment qu'ils s'y attendent. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour les embarquer, pour qu'ils y trouvent un intérêt. Et la réponse que vous avez apportée à ça, c'est celle de la transparence. La transparence, c'est avoir une vision, bien sûr, mais c'est aussi être en capacité, donc cette vision, elle vient du top, c'est ce que tu disais Cédric, et elle doit être partagée. Et pour la partager, donc voilà, il y a tout un tas d'initiatives qui peuvent être prises, elles peuvent être outillées, c'est notamment pour ça qu'on existe, mais en tout cas, elle doit être partagée. La deuxième chose que vous avez dit, c'est ok, vision, mais donner du sens. C'est-à-dire que ça ne peut pas être incantatoire, c'est ce que tu disais, Paul. Ça ne peut pas être que descendant. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose à acheter dans cette vision. La troisième chose, c'est dans transparence, il y a cette notion d'être transparent sur les règles du jeu. Paul, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur ce sujet. Encore une fois, les gens ne sont pas idiots, l'information circule, on voit bien ce qui se passe avec les réseaux sociaux et ce que ça peut faire à l'échelle d'un pays. Donc il faut être transparent. Et tout ça, ça participe à quoi? C'est quoi le but ultime de la transparence? C'est de répondre au what's in it for me. Quel est mon intérêt à moi, individuellement, n'importe où dans l'organisation? Donc ça, c'était le premier aspect. J'essaie de résumer ce que vous avez dit.
Le deuxième aspect que vous avez évoqué ensemble, c'est celui du temps. C'est-à-dire qu'une transformation de l'ampleur de celle à laquelle vous faites face, hein, ça ne peut pas se faire en mode pchit. Ça ne peut pas se faire en 2 semaines ou en 1 mois ou en 2 mois. C'est quelque chose qui prend du temps. Le corollaire de ça, ce que je trouve très intéressant, parce que c'est quelque chose auquel nous, on n'a pas forcément réfléchi, c'est celui de gérer la transition. Parce que ça prend du temps, ok, on a une vision, c'est super, mais en attendant, c'est pas exactement comme ça que ça se passe dans la réalité. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour gérer la transition? Ce que j'entends pour ça, c'est donner des preuves, être plus agile, c'est-à-dire être en capacité d'écouter aussi ce qui se passe, d'avoir des retours, et donc, et par ailleurs, de ritualiser et d'outiller. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé cette intervention très intéressante. Je vais vous poser une question que je ne vous avais pas posée quand on s'est briefé. Est-ce que vous avez le moyen de mesurer l'état de la transformation? On parle de cette transition, d'accord? Est-ce que vous savez où est-ce que vous en êtes de cette transition? Et si oui, comment est-ce que vous le mesurez? Je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question, c'est parce qu'un de nos clients a appelé la phase dans laquelle vous êtes tous les deux du spray and pray. Donc spray, voilà, vous investissez des sommes absolument colossales, une énergie, du temps pour construire une vision des contenus qui sont ultra qualitatifs, et ensuite vous rentrez dans la phase mystique du processus où vous espérez que ça va bien se passer. Est-ce que vous avez quand même la capacité de mesurer où est-ce que vous en êtes du process? En fait, là-dessus, moi j'ai 2 éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est en fait c'est assez simple. Il faut juste demander à nos clients et à nos collaborateurs s'ils la voient cette transformation. C'est pas à nous de donner la réponse, c'est juste d'aller interroger les principales personnes à qui on adresse, à nos clients internes et à nos clients externes. C'est quand même les mieux placés pour nous le dire. Et donc voilà, ça je pense que c'est des choses qu'on fait régulièrement. Sur lesquels on a effectivement des indicateurs assez pertinents. La deuxième chose, je crois, et ça c'est quelque chose que on a la culture en tout cas à la Banque des Alliés en France, c'est qu'on va beaucoup voir sur le terrain et on va beaucoup dans les agences. Je le fais aussi beaucoup, même si ce n'est pas directement mon métier, parce qu'il y a effectivement ce côté, on communique beaucoup sur ce qu'on veut faire, et on doit aussi mesurer l'écart entre l'histoire officielle et la réalité. Parce que c'est pas le tout de dire aux gens que rouler au diesel et fumer des clopes c'est l'ancien monde, parce que si on dit ça, il y a quand même des gens qui mettent des gilets jaunes et qui se mettent sur les barrages. C'est quand même 50% des Français qui demandent des places à monsieur gilet jaune. Donc si on dit aussi aux collaborateurs tout ce qu'on a fait c'est magnifique, et que dès lors qu'on interroge, on s'aperçoit que son stress augmente, son intérêt pour son job diminue, et voilà, à un moment, il faut aussi se poser des questions parce qu'il y a juste un décalage entre ce qu'on affiche officiellement et la réalité. Donc je crois que cette proximité, à la fois avec les managers de terrain, dans nos agences et partout, c'est juste essentiel, et il faut y être, je dirais pas tous les jours, mais il faut sortir, parce que sinon on perd le contact vraiment à la réalité de terrain, et là ça peut effectivement conduire à des dérapages sérieux. Alors, moi, je décomposerai la réponse en 2 parties. Il y a des parties où on travaille sur des choses concrètes, palpables. Donc, on sait mesurer où on en est, du déploiement d'un outil, par exemple, ce genre de choses. Où là, on a des indicateurs, on est capable de savoir si on a fait 10% du programme, ou 20, ou pas du tout. Là où on est beaucoup plus je dirais, c'est sur la partie mindset dont on parlait depuis le début, où là, on sait qu'il y a beaucoup de chemin à parcourir, on sait qu'on est plutôt peut-être à 5-10%, mais il n'y a rien qui permet aujourd'hui de le mesurer, c'est quelque chose effectivement qui est assez compliqué à mesurer, encore une fois, quand on a une atomisation des populations dans différents pays, régions, et avec des états d'esprit qui sont assez différents, des modes culturels qui sont complètement différents, donc avec des populations qui peuvent être plus ou moins ouvertes au changement, et
Là, aujourd'hui, on n'a aucun outil qui nous permette de mesurer. Voilà. Double, on a quand même des instruments qui nous permettent de dire voilà où on en est et voilà ce qui reste à faire. Et le chantier, on le sait, est encore immense. C'est-à-dire qu'on est juste au début d'une transformation qui va durer encore pour les 5 années qui viennent. Je pense qu'on se transformera de toute manière toujours après cela. Et ça, on est capable à peu près de le mesurer. L'autre partie culturelle, je dirais, ça c'est quelque chose de plus compliqué puisque non pas le même. Bon, et là on pourra peut-être vous aider, mais on en reparlera. Alors, je ne veux pas trop déborder sur le programme. Une des choses qu'on avait évoquées dans les conversations qu'on a eues, les conversations préliminaires, c'était, et qui intéressera sans doute les gens de l'audience, ce sont les obstacles. Parce que tout ça est quand même assez compliqué. Vous y mettez beaucoup d'énergie. Est-ce que vous pouvez partager avec les uns et les autres ce qu'ont été les obstacles que vous avez rencontrés, les leçons apprises? Paul, est-ce que tu peux nous parler de ça? Qu'est-ce que je peux vous raconter sur les obstacles? Non, enfin, qu'est-ce que tu as appris essentiellement? Moi, ce que j'ai appris, c'est que, essentiellement, moi, je suis dans une vénérable institution qui a fêté 150 ans il n'y a pas très très longtemps. Et donc, effectivement, il faut vraiment, aujourd'hui, on a des impératifs de transformation compte tenu de ce qu'attendent nos clients et de ce que les compétiteurs externes, la vitesse à laquelle ils vont, il faut qu'on aille très vite. Et je crois que le point essentiel, c'est qu'on doit se transformer tout en respectant sa culture. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui n'est pas suffisamment mesuré lorsqu'on réfléchit à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une culture à la Société Générale, on a un certain nombre de valeurs intrinsèques de ce réseau. C'est un réseau de distribution et de vente qui est organisé en agence, dans lequel l'esprit d'équipe, ce n'est pas juste un mot marketing. Et que si on veut faire des choses qui fonctionnent, il faut respecter tout ça. Respecter tout ça, ça veut dire imaginer des modalités, imaginer des dispositifs qui tiennent compte du fait que nos collaborateurs, ils aiment être ensemble, ils aiment se réunir, ils aiment échanger au sein de leur structure de travail. Et que penser que le collaborateur finalement n'est qu'un individu, ce serait une erreur, je pense, sur la banque de détail en France. Et donc, il faut imaginer des dispositifs collectifs. Typiquement, par exemple, en formation, j'ai de plus en plus de dispositifs où on n'est pas seul en train de regarder des vidéos, mais on se met toute l'agence autour d'une vidéo et on interagit autour d'un questionnaire parce qu'on préfère ça. Et c'est parce que c'est la culture et c'est parce que c'est le dispositif de la Banque de l'État et de la Société Générale. Mais peut-être que si j'étais directeur de la formation chez Procter & Gamble et que mes clients étaient des commerciaux en voiture qui faisaient le tour des supermarchés, je ferais que des formations individuelles sur mobile. Parce que j'aurais un autre écosystème. Et je pense que ça, il faut vraiment l'intégrer pour faire des dispositifs qui correspondent à la culture de l'entreprise. Parce qu'il faut quand même s'asseoir sur les fondamentaux pour faire pivoter. On ne peut pas tout en déséquilibre. Et donc s'asseoir sur les éléments culturels un peu forts pour faire un peu pivoter, parce que dans des organisations comme ça, c'est quand on fait tourner le bout du bateau un petit peu, qu'on a déjà gagné quand même beaucoup de choses, bah, je pense qu'il faut quand même s'asseoir sur la culture, quoi qu'on en dise. Et je pense que c'est très important et c'est rarement mesuré et c'est rarement, en tout cas, modélisé dans les dispositifs de change qu'on en a. Et comment est-ce que tu en es arrivé à cette réalisation? C'est-à-dire quand on fait des dispositifs individuels qui ne marchent pas bien, on se rend compte qu'il faut d'abord faire des collectifs. On s'aperçoit que les collectifs marchent beaucoup mieux. Effectivement, c'est souvent en faisant des bêtises qu'on se rend compte qu'on fait des erreurs. Mais voilà, on est arrivé assez vite au bout des dispositifs où on ne s'adresse qu'aux collaborateurs en tant qu'individu. Voilà. Alors, l'obstacle principal, c'est l'organisation. Et l'organisation siloisée qu'on peut avoir. Aujourd'hui, un collaborateur qui dit un matin, j'ai une super idée, je voudrais faire ça, il va commencer à regarder comment il peut la mettre en œuvre. Il va voir qu'il doit faire 58 comités pour avoir finalement une validation et il va se dire, bon, finalement, est-ce que vraiment je vais essayer de mettre en place cette idée? Ça, c'est clé.
que derrière, le changement, il vient effectivement du haut, et je reviens un peu sur la vision, parce que je suis un peu monomaniaque, mais il vient aussi du bas, et il faut qu'on arrive à faciliter et à ouvrir ce champ des possibles pour le bas. Et que les idées reviennent, puisque les personnes qui savent le mieux comment faire leur travail, c'est les personnes qui le font effectivement. Donc, ça, c'est arriver à alléger cela, et nous, on le voit au quotidien, c'est-à-dire qu'on passe un temps fou à passer dans des comités de validation, c'est pas du tout agile et pas du tout intégré dans une perspective agile et rapide, et ça décourage bon nombre des collaborateurs pour justement essayer de participer à cette transformation. Et on aura gagné aussi le jour où, effectivement, en venant à l'image de la machine à café, le jour où, en ayant une idée à la machine à café, on pourra la mettre en œuvre très rapidement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est encore une fois la vision, mais c'est quelque chose de complexe. C'est-à-dire que derrière, il faut définir cette vision, mais il faut qu'elle soit déclinée et déclinable. Et donc, en revenant encore à l'agilité, c'est-à-dire qu'il faut la tester. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire pour le travail au quotidien des collaborateurs. Est-ce qu'on a bien compris quelles étaient les implications de cette vision? Dire je veux augmenter mes revenus de 10%, ça veut dire quoi de manière concrète pour les collaborateurs, et comment on oriente cette vision ou cette stratégie de manière concrète pour les collaborateurs. Et elle se repose, et là je rejoins Paul, sur une définition des valeurs. C'est-à-dire qu'une vision se repose sur des valeurs collectives, et des valeurs collectives partagées et comprises par tous. Donc la culture, effectivement, d'entreprise ne doit pas être totalement oubliée, ne doit pas être totalement effacée pour partir dans des modes de fonctionnement complètement différents. Donc ça, c'est la partie, voilà, je dirais, le blocage qu'il faut arriver à lever pour effectuer cette transformation. Après, je vais plus passer sur la partie technologique, puisque c'est toujours aussi cette partie-là. Le digital, il y a bien sûr, et c'est certainement le plus important, la partie mindset, mais il y a aussi la partie technologique. Pour nous, c'est le déploiement justement de ce qu'on est en train de construire. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste de construire un bel outil, il faut après que les utilisateurs l'utilisent. Voilà. Donc, il faut qu'on est dans 50 pays, il va falloir déployer ces outils dans 50 pays, qu'ils soient compris, qu'ils soient bien, que les formations soient bonnes, qu'on sache à quoi ça sert. Parce que dans la vision, il y a aussi l'usage. C'est-à-dire pourquoi on fait un produit. Si bon nombre de fois on fait un produit, mais derrière on s'aperçoit que l'usage n'est pas tout à fait adapté aux besoins. Donc voilà, c'est travailler sur tous ces aspects. On rejoint encore la partie formation, la partie simple aussi des produits qui vont permettre aux personnes de se l'approprier, et de gérer cette fluidité entre le développement des produits et son développement. Ça, c'est un gros challenge, et qui aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les réponses. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment se focaliser dans l'année qui vient. Parce que si on déploie un beau produit et qu'il reste dans le carton, ça n'aura aucun intérêt. Alors ça, c'est aussi des grandes valeurs qu'il faut avoir, je crois, qu'il est rarement partagé, c'est une forme de pugnacité. D'une part parce qu'on est quand même sur des... Il faut tenir ce discours à répéter, parce que ça met du temps, même si on veut aller vite. Il y a une différence entre le temps de la com interne et externe et le temps de la mise en œuvre de ce que l'on fait. On en parler. Mais au-delà de ça, ça veut dire aussi un vrai changement, je pense, culturel qu'on doit tous adopter, qui est loin d'être acquis, qui est le sujet de la ressource dans la transformation, et où est-ce qu'on met le kérosène. La grande spécialité, en tout cas, de mon institution, c'est qu'un nouveau produit, un nouveau process informatique, ce que vous voulez, on est une équipe projet, on met des moyens, etc. On développe, on déploie, on dissout l'équipe projet, il n'y a plus un rond. Et quand il faut y revenir pour s'assurer que c'est convenablement implanté, convenablement utilisé, que ça a été compris, etc., bah non, parce que le projet est fini. Et au lieu de garder 10 ou 20% des ressources du projet pour l'inscrire dans la durée, voilà, une actualité en pousse une autre, et les équipes projet sont parties sur un autre projet, les fonds sont tout à fait sur ce projet d'origine, il est moins en tête de gondole aussi, à terme, ça joue, et donc toute cette efficacité-là, malheureusement, voilà, c'est un manque un peu de rigueur sur ce que
infuse dans l'organisation et soit réellement utilisé. Donc on a souvent investi beaucoup et avoir peu de retour parce qu'il manque le petit extra mile d'effort pour que ça devienne une réalité. Enfin, c'est tout à fait sensible à ce genre de choses parce que c'est évidemment le produit, il n'est jamais totalement terminé, donc il doit continuer à évoluer et répondre aux besoins clients. Donc effectivement, une fois qu'on l'a déployé, il faut continuer à avoir des moyens pour le faire évoluer et pour s'assurer qu'il remplit toujours son rôle pour les utilisateurs. Ça c'est clé, on parle de 20%, mais c'est peut-être un petit peu plus même parfois, pour continuer à faire vivre ce produit, parce que, encore une fois, on est dans un monde incertain qui change, donc il va falloir constamment faire évoluer ces produits. Donc, on ne peut pas y aller au bout par contre. Ça doit s'inscrire dans le temps, dans la durée, et faire constamment évoluer nos produits. Bon, je vous ai senti quand même très public sur la notion de, de ce qu'étaient les obstacles. Mais en fait, bon, ce qu'on comprend effectivement, c'est qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire rigueur et pugnacité, et puis éduquer en quelque sorte les organisations, parce que effectivement, les choses sont trop organisées en mode projet aujourd'hui, et que la transformation, enfin les Américains appellent ça always on transformation, donc la transformation permanente. En réalité, la transformation aujourd'hui, c'est pas un projet, c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans les gènes de l'organisation, c'est quelque chose dont tout le monde doit s'approprier, pas que le top management, mais tout le monde puisse être moteur. Et on entend en filigrane qu'il y a eu un certain nombre d'essais-erreurs, mais bon, je retiens que vous n'avez pas trop voulu les partager ce matin. Non, on en reparlera. Moi, là-dessus, moi, je suis assez transparent. Le sujet, c'est pas tellement pour moi l'organisation projet par projet. Le sujet des organisations comme en tout cas la mienne, c'est la capacité de renoncement sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire du digital et continuer à faire beaucoup de papier. C'est des choses tout bêtes. Je ne peux pas continuer à mener un réseau comme je le faisais il y a 10 ans avec les mêmes types d'actions commerciales si j'estime que 80% des flux passent sur le digital. Donc si je garde les mêmes équipes qu'avant pour animer mon réseau d'agence et que j'en rajoute en plus pour le digital, c'est juste exponentiel en coût et absolument inefficace parce qu'il y a quelque part, on finit par avoir deux banques, mon digital et mon physique. Donc dans une transformation, il faut aussi être capable de renoncer et quelque part d'être capable de finalement faire les choses vraiment différemment. C'est-à-dire que les silos commencent à tomber. Et ça, c'est vraiment compliqué parce que ça, on a énormément de mal à le faire. Pour être plus clair, c'est les gens quand même continuent leur run de façon. C'est très rassurant là-bas. Et un collaborateur a beaucoup besoin d'être rassuré. Et plus il fait les choses qu'il sait bien faire, de façon méthodique, etc., mais il est bien. Donc on lui fait mal, on lui changer. Pas ce qu'on fait, quoi. Alors nous, sur la partie projet, on a un taux de succès qui est absolument phénoménal. Je ne vois pas trop. Effectivement, enfin. Ah bah nous, moi je vais vous dire un truc. À la Société Générale, j'ai quand même 20 ans que je suis d'avoir la taille du travail, je suis pas peu fier. Je n'ai jamais vu un pilote qui ne marchait pas. Voilà, pareil. Donc oui, et encore une fois, le but de tout ce qu'on est en train de raconter, c'est de remplir une inefficacité, enfin de combler une inefficacité actuelle. Aujourd'hui, moi étant responsable de la transformation mais en même temps des équipes opérationnelles, j'ai cette complexité-là puisqu'il y a des outils qu'on laissé développer pour eux qui ne remplissent pas leur rôle. Donc, le but, encore une fois, c'est d'arriver à dépasser ça. Le droit au renoncement est très important. J'y reviendrai un peu plus tard. Le droit à l'erreur est ultra important. Le droit à l'erreur, c'est pas se dire je peux cramer 1 milliard et c'est pas grave. C'est-à-dire que plus on découpe un projet, plus on peut s'apercevoir rapidement si on va dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et donc arriver à renoncer ou arriver à repartir dans une autre direction. Et ça, c'est quelque chose de culturellement qui n'est pas très naturel dans nos organisations. Donc ce droit au renoncement est clé, ce droit à l'erreur est clé, et ce droit de tester, d'apprendre en avançant est clé. Alors, juste je complète le droit à l'erreur parce que c'est un grand truc. Comme je la France,
transformation, moi ce que je constate surtout, c'est difficile, c'est pas tellement de donner le droit d'expliquer aux collaborateurs qu'on a le droit de s'occuper, qu'on est évidemment bienveillant avec lui, c'est de lui expliquer comment gérer un monde d'incertitude. Et à un moment donné, être capable de lancer quelque chose, même si on n'a pas coché toutes les cases, tout revérifier, tout rechecker. Voilà, moi je suis dans le domaine de la formation. Si on lance un truc et que tout ne se passe pas exactement comme prévu, c'est what? On n'empêche pas la banque d'ouvrir, on n'empêche pas les agences, on n'empêche pas les compensations financières de se faire entre pays. C'est juste de la formation. Voilà. Les équipes qui sont les miennes, il faut qu'elles vérifient 250 fois avant qu'elles envoient un mail, il faut qu'elles checkent tout, il faut qu'elles vérifient tout avec l'IT. Est-ce que les process sont écrits, les procédures, les mock-ups on voit 250 pages d'explications pour les gens qui m'envoient qui ne le lisent absolument pas. Hein. Mais cette gestion de l'incertitude par rapport à des choses qu'on faisait avant, qui est très normée, très vérifiée, etc., ça empêche d'avancer beaucoup, parce que c'est une espèce de peur de vide, et qui est très difficile dans l'organisation qui est la mienne à gérer parce qu'elle est profondément ancrée. Et faire avancer les gens en disant c'est pas grave si on se plante, parce qu'on n'est quand même pas essentiel. Hein. On est essentiel dans l'organisation, mais pas vital pour voilà, vis-à-vis des clients, des autorités, etc. Donc on peut se planter, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est pas individuellement le droit à l'erreur, c'est le sentiment qu'on ne peut pas vivre dans un monde d'incertitude. Or, pour se transformer, il faut accepter une part d'incertitude, sinon c'est pas gérable. Avant de passer à la dernière partie de ces échanges, est-ce qu'il y a certaines personnes dans la salle qui souhaiteraient poser une ou deux questions là, sur ce qu'on vient d'entendre? Oui, bonjour. J'aimerais savoir quel est le taux d'appropriation à la fin du programme que vous avez obtenu dans les deux banques. Alors nous, on est au début du programme, pour l'instant, on ne peut pas trop répondre. Ce qui va être clé, nous, dans notre transformation, c'est l'année prochaine. On a un plan de déploiement assez fort. Donc aujourd'hui, on a juste déployé une petite partie du produit. On n'a pas de données. Nous, on est clairement au milieu du guet, donc c'est difficile de vous répondre. Maintenant, si on prend des outils comme l'outil ToSpark, on interroge un certain nombre de fois nos clients, nos collaborateurs internes, on leur pose des questions finalement indirectement sur ce qui a changé, ce qui change. Il y a un bon taux d'appropriation et un bon taux de participation et une bonne compréhension des enjeux. Pour moi, la vraie difficulté, c'est la différence qu'ils voient entre le modèle qu'on leur a rendu et leur réalité quotidienne. C'est ça aujourd'hui qui pose le plus de problèmes. Et pour rebondir là-dessus, le taux d'appropriation par rapport à la vision, encore une fois, est aujourd'hui assez faible. Donc il faut qu'on travaille absolument là-dessus. Et ça prouve que soit le message n'est pas assez clair, soit c'est pas bon. Il faut aussi travailler dessus. Et ça, nous, il y a quelque chose dans lequel on croit beaucoup, c'est que l'appropriation, c'est très bien, mais en fait, avec l'appropriation, on est qu'à la moitié du chemin. Le chemin, il commence déjà avec l'engagement des collaborateurs. Il faut d'abord les engager, et on a évoqué plein de choses pour ça. Hein. La machine à café, ça en fait partie. Être dans l'alignement de la culture, ça en fait partie. Enfin, voilà, c'est très important. La deuxième, c'est effectivement l'appropriation, c'est bien. Et puis, la troisième, c'est de savoir si ça se passe effectivement dans les faits. C'est ce que nous, on appelle l'adoption, de mesurer l'adoption. Et effectivement, je pense que un programme complet, c'est vraiment d'être en capacité d'aller jusqu'au bout de ces trois éléments-là. Cédric et Paul, est-ce que vous pouvez nous donner tous les deux votre vision sur les prochains mois, les prochaines années? C'est quoi qui va vous maintenir occupé? C'est quoi qui va vous empêcher de dormir la nuit? C'est quoi qui va vous récompenser pour tous les efforts que vous déployez aujourd'hui? Et grosso modo, à quoi ressemble le succès? Vous avez 4 heures. Alors, ce qui va m'occuper, moi, sur l'année prochaine, j'ai encore une fois 2 axes sur le programme de transformation où on adopte des méthodologies agiles
au maximum, mais il faut vraiment arriver à travailler sur le côté collaboratif. C'est-à-dire que même si tout le monde est aujourd'hui complètement d'accord pour être collaboratif, les gens n'ont pas forcément les réflexes et la confiance nécessaire pour pouvoir être collaboratif. Donc, un des gros challenges sur le programme de transformation qui compte aujourd'hui 120 collaborateurs travaillant full-time sur ce projet, c'est de travailler sur cette partie-là, en plus bien sûr de méthodologie agile. Et donc, voilà. Après, ce programme-là, l'année 2019 est clé puisque c'est là qu'on va déployer un certain nombre de produits pour les utilisateurs. Donc c'est là qu'on pourra mesurer le taux d'appropriation et s'assurer que ce qu'on est en train de faire est bien. Les premiers retours qu'on a sont bons, mais après, il faudra voir si c'est réellement utilisé. Donc ça, c'est pour la partie programme de transformation, qui est certes avec des profils et des personnes avec un mindset assez agile, mais qui n'ont pas encore toutes les capacités ou tous les réflexes, je dirais, et une appropriation totale de la méthode collaborative. Et ça, c'est aussi à nous, en manager, de donner aussi la confiance là-dessus et de les accompagner. Sur les équipes opérationnelles, c'est un peu différent. Aujourd'hui, on a une forte incertitude de leur part. On leur parle par moment d'emplois qui seraient délocalisés, on leur parle d'automatisation. Donc à la fin, la question c'est, moi, qu'est-ce que je vais donner? Et ça, c'est une question qui est légitime. Et notre rôle, encore une fois, en tant que manager, c'est les accompagner dans cette transformation. Puisque moi, je reste persuadé que dans toute leur place, grâce à leur expertise actuelle, et c'est pas juste un discours, c'est la vérité, et que justement cette transformation va pouvoir les aider à se focaliser sur des tâches où ils pourront utiliser au maximum leur expertise. Mais comme le disait Paul, les faire sortir d'une zone de confort, même si tout n'est pas tout totalement fluide, est aussi assez compliqué. Donc c'est accompagner ces équipes opérationnelles dans ce changement, dans un changement aussi de mindset, dans le sens où, étant dans une entreprise à organisation assez pyramidale, où c'est le manager qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire, les personnes sont entrées aussi dans une forme de passivité, et c'est comment aussi arriver à recréer cette envie d'entreprendre et cette envie de changer les choses. Et ça, ce n'est pas que les collaborateurs, c'est aussi aux managers de changer de posture et de faciliter cela. Et donc sur cette partie opérationnelle, le gros challenge, ce sera de travailler sur ces aspects-là, tout encore une fois, on reste une banque régulée, ayant besoin de maîtriser les risques, ayant besoin de maîtriser tout un tas d'aspects avec le client. Donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. C'est une transformation qui doit être réfléchie, mûrie et se faire dans un laps de temps raisonnable. Alors moi, le succès de la transformation de la partie réseau, moi je voulais juste revenir sur ce que je disais un peu au début, pour expliquer ce que c'était qu'une banque en fait. Une banque, c'est finalement assez simple. Une banque, c'est votre tiers de confiance. La valeur d'une banque, ce n'est que ça. C'est que vous avez confiance dans BNP, vous avez confiance dans la Société Générale, suffisamment confiance pour nous confier vos économies. Et moi, dans les pays où il y a des crises financières, les gens, la première chose qu'ils font, c'est retirer l'argent des banques. C'est ça une banque, c'est un tiers de confiance, vous nous confiez vos économies, vous nous confiez vos projets, et vous nous confiez votre vie. Parce qu'avec vos cartes bleues, c'est à peu près minute par minute, globalement, ce que vous faites, quel type de cuisine vous aimez, et quel type de commerçant vous fréquentez. Avec les flux bancaires, on sait à peu près tout. On pourrait tout savoir, et on pourrait même tout vendre, si on était malveillant. Parce que ça intéresse beaucoup de monde, ces informations. Mais la valeur de la banque, c'est ce tiers de confiance. Et le collaborateur, c'est un tiers de confiance pour vous. C'est quelqu'un qui doit, normalement, qui devrait, qui historiquement a été le partenaire des commerçants, des particuliers, des entreprises. Et c'est vrai que depuis 10 ans, on a connu des crises assez systémiques
dans le monde de la finance. À la Société Générale, on a eu quelqu'un d'assez malveillant qui nous a coûté un peu cher il y a une dizaine d'années. Il y a eu la crise financière, il y a d'autres établissements, et nous aussi, parce qu'on a été condamnés dans divers pays pour des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Et il faut quand même reconnaître que la profession de banquier a quelque peu perdu en lustre et que se situe juste derrière les garagistes en termes d'affection et les choses dans le taxi par nos concitoyens. Non mais c'est à peu près ça. Enfin, je veux dire, il faut quand même dire les choses. Et donc voilà, je pense que tous les grands réseaux, leur enjeu c'est effectivement de redonner à nos collaborateurs et nos clients, et nos collaborateurs en particulier, le fait qu'ils font un très beau métier, qu'il y a peu de gens qui peuvent se prévaloir d'être un partenaire de vie de leurs clients. Parce que être banquier, c'est un super beau métier, parce que financer des projets, moi j'étais dans le monde de l'entreprise, donc c'est moi qui envoyé des dossiers à Cédric, il y a encore pas si longtemps. Financer des usines, financer des chaînes de production, financer des rachats, c'est juste merveilleux. Financer la vie des clients, c'est super. Leur donner des conseils et les aider très au quotidien, c'est un très beau métier banquier. Voilà. Et donc si, dans cette transformation, et je crois qu'on la réussira, que si on réussit à réenchanter les métiers de banquier pour nos collaborateurs. Et je crois que ce sera ça le principal facteur de succès, la transformation de la Société Générale. Et des autres réseaux bancaires aussi, après 10 ans quand même compliqué pour notre secteur, pas se le cacher. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'ai une petite question Oui. à côté, mais bon, quand même, ça fait partie de la transformation de la banque. Vous parlez de tiers de confiance et vous parlez de fintech. Moi, j'ai vu que JP Morgan a acheté beaucoup de bitcoin. Qu'est-ce que vous pensez de crypto-monnaie et qu'est-ce que les banques vont faire? Écoutez, moi, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première des choses, c'est qu'on est tiers de confiance. Donc, si on vous vend des bitcoins, il va falloir qu'on vous explique bien que c'est très volatile, parce qu'on ne pourrait pas croire que c'est stable. Donc, c'est quand même assez particulier et je ne connais pas grand-chose sur ce sujet-là. Parce que ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, d'une part, moi je crois plus beaucoup, c'est peut-être très personnel, à l'arrivée d'un banquier pur digital qui fasse toutes les opérations. Aujourd'hui, on est plutôt sur des fintechs qui viennent prendre des parties d'opération des banques, de paiement, comme Apple Pay, pour citer celui qui est le plus visible, le plus connu, mais il y en a plein d'autres qui viennent pour des comptes sur les jeunes, sur certaines activités professionnelles, etc. Donc on ne vient pas nous attaquer de fond, on vient prendre des plein de petites parties. C'est ce que font les fintechs en étant très agiles. Donc en revanche, comme JP Morgan le fait peut-être sur les bitcoins, je ne savais pas, je crois beaucoup en la nécessité pour les grands établissements comme BNP ou nous, soit d'avoir des partenariats, soit d'acheter un certain nombre de fintechs, de prendre des participations dans ces fintechs pour gagner du temps et quelque part intégrer les services et leurs outils rapidement. Et donc je crois beaucoup à des formes de partenariat entre des institutions comme les nôtres qui, quand même, ont des infrastructures et une capacité à respecter les dimensions légales et juridiques qui prennent quand même aujourd'hui des dimensions gigantesques, et des gens qui arrivent de façon très agile et rapide. Je pense qu'il y a un win-win qui va se faire de plus en plus sur ce type de partenariat, et je crois que c'est vraiment l'avenir. Et je pense que si on l'aborde comme une guerre contre les fintechs, c'est-à-dire on va les trouver tel ou tel, on se trompe. Je pense que à la fois la fintech et nous, et la grande institution, ont plutôt intérêt à travailler ensemble pour apporter de la valeur aux clients. Parce que les deux institutions ont des intérêts à être ensemble. Alors, sur le Bitcoin, je rebondis aussi sur ce que dit Paul. Paul, la problématique, c'est la confiance. Donc, on a vu avec le Bitcoin que beaucoup de gens ont beaucoup gagné, mais beaucoup de gens ont beaucoup perdu. Et donc, l'intérêt d'avoir un intermédiaire financier tel qu'une banque, c'est effectivement d'arriver à avoir des personnes qui puissent expliquer les risques aux clients, que le client puisse les prendre en toute connaissance de cause. C'est aussi quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille dans les banques, puisque effectivement on a eu quelques passages à vide là-dessus, et que effectivement on revient à la question de la formation, de la compréhension des produits qu'on vend,
Et que ça, c'est clé pour garder ce rôle d'intermédiaire financier entre le consommateur, le client et d'autres intervenants. Donc ça, c'est la première chose par rapport au Bitcoin. Donc si les banques commencent aussi à s'y intéresser, ça se passe déjà, c'est aussi pour avoir ce rôle de compréhension du marché et de bons conseils pour les clients. Sur les fintech, je pense que la Société Générale, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a effectivement des fintech qui attaquent certaines parts de marché des banques, mais il y a aussi beaucoup de fintech sur lesquels on met en place des partenariats, avec lesquels on met en place des partenariats pour justement pouvoir bénéficier de leur expertise et qu'eux bénéficient des nôtres. Donc ça, on a beaucoup d'investissements dans certaines fintech pour justement arriver à travailler ensemble et construire aussi des offres clients qui conviennent. Donc moi je le vois un peu dans deux axes. C'est effectivement, il y a une partie qui va prendre des parts de marché, il y a une autre partie qui va être qui vont être des partenaires efficaces et importants pour nous, et donc c'est important pour nous de ne pas les négliger, les considérer uniquement comme des ennemis. C'est aussi des alliés assez importants. Bonjour, Hervé Perrault, Collectif Z. Je voulais rebondir sur le développement des compétences doit devenir un sujet de conversation à la machine à café. Je trouve ça brillant, superbe, mais ça me semble pas très naturel de prime abord de parler avec ses collègues de son propre développement professionnel ou les difficultés qu'on peut avoir à assimiler telle ou telle technique. Et je me demandais comment nous pouvions réellement faire que ce soit un sujet de conversation. Si je fais la pub pour TousPark un peu, parce qu'on a réuni grâce à vous, quand chaque jour on pousse dans toutes les agences de France des campagnes de questionnement un jour, une minute, et que chaque membre de l'agence, à part sous un algorithme, le permet une question différente, et qu'on veut plus ou moins bien faite, et parfois un peu drôle, on a la prétention de penser qu'effectivement ils en ont parlé à la machine à café. Donc ça, c'est une réponse très concrète. Donc c'est effectivement en imaginant des films, on a fait des films complètement décalés, on a d'ailleurs fait faire par des gens du réseau sur des sujets aussi arides qu'ils voient ici, donc la connaissance client, qui sont quand même des choses qui sont vraiment pas drôles. Enfin, il y a des gens du réseau qui ont réussi à faire rire d'autres copains du réseau avec des films autour de ça, et ça a plutôt bien marché, et quelque part on a une forme de nombre de clics que l'on voit sur la chaîne interne qui diffuse ce type de vidéo, qui montre qu'il y a une forme de viralité. Donc il faut effectivement mettre les modalités, parce qu'ils les font ensemble aussi. Parce que la modalité vidéo, on la fait ensemble, on fait des interactions, on l'organise avec le directeur d'agence qui passe cette modalité en réunion d'équipe. On crée la discussion. Donc pour parler comme un écho de la formation, le conflit socio-cognitif, qui est le fait d'échanger dans un groupe, dans une formation et qui fait que les gens en tiennent, il faut le déporter et le créer en agence. Voilà. C'est comme ça que ça doit marcher. Il faut en recréer les conditions. C'est comme ça qu'on peut essayer d'y arriver. Après, il n'y a pas de marque légale, on est là par étapes. Il y a des fois où ça a très bien marché, il y a des fois où on a fait des gros billes, mais on a progressé. Les petits chats. C'est ça. Et juste pour aussi, il ne faut pas oublier que le meilleur formateur dans l'entreprise aujourd'hui, c'est son collègue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus grands pourvoyeurs de formation, c'est les collègues eux-mêmes qui vont former et expliquer les choses à leurs collègues. Et ça, c'est aussi quelque chose dont il faut qu'on parle et qu'on assume. Et effectivement, c'est aussi avoir confiance d'avouer que certaines parties, on ne les maîtrise pas totalement et d'oser en parler à son collègue pour qu'il puisse nous aider. Et vice-versa, puisque la plupart du temps, le collègue ne maîtrise pas tout et donc va avoir besoin de son autre collègue pour se former également. Donc ça revient un peu à la discussion aussi de la machine à café, mais la discussion quotidienne, qui est que le meilleur relais de la formation, ça va être le collaborateur lui-même. Et ça, il faut absolument investir là-dedans et donner aussi les moyens aux personnes, la confiance, qui revient toujours, c'est-à-dire la confiance de
de pouvoir parler de manière libre et de céder et d'accepter de demander de l'aide aussi. Oui. Patrick Herterge, FRN d'ingénierie Winou, je suis FinTech, donc vous en avez un peu parlé. Deux choses. La première, concernant le Bitcoin, je pense que en fait, ce qui peut intéresser, puisque vous avez évoqué le tiers de confiance que la banque était, ou avait été et souhaitait redevenir, je pense que c'est plutôt la blockchain qui est intéressante. Donc j'aimerais avoir votre opinion sur le sujet. Deuxième chose, très rapidement sur les fintech, je pense que la fintech est porteuse à la fois d'une facilitation à la transformation au sein des banques, et en même temps est disruptive et gênante. Et une des choses qui sont décisives pour l'avenir, on va dire, commun, fintech et réseau bancaire, c'est qu'en fait, peut-être que la fintech n'a pas forcément besoin d'avoir dans son capital ses clients. Et que là aussi, si on veut faire monter les fintech, en particulier en Europe, par rapport au reste du monde, il sera important de plutôt créer des relations de fournisseurs à prestataires plutôt que de partenaires capitalistiques. Voilà, c'est une simple remarque. Alors sur la blockchain, nous, on a investi dans cette technologie aussi et avec des partenaires. Donc on a un projet notamment sur les financements spécialisés où on travaille avec un partenaire qui s'appelle Finastra pour justement, et on a passé nos premiers deals récemment sur cette blockchain. Donc le but n'est pas, effectivement, le rôle de la banque était d'être un intermédiaire financier. La blockchain va casser cela. Et voilà, soit on essaye de s'y opposer et à un moment donné on perdra, soit on essaye de vivre aussi avec des nouvelles technologies qui vont aussi nous apporter à nous en tant que banque. C'est-à-dire que ça facilite énormément la transmission d'informations, ça sécurise aussi cette information, et donc ça va aussi beaucoup nous aider à favoriser le travail au quotidien et la gestion du risque. Donc c'est pour ça que ce sont des technologies qui nous intéressent énormément, dans lesquelles on investit énormément. C'est pas spécifique à des particuliers. Et après sur les fintech, oui, il y a différentes formes de partenariat ou autres, et qu'on essaye de développer également. Il y a aussi beaucoup de fintech qui ne sont pas là pour prendre des parts de marché, mais pour offrir des technologies pour les banques. Et ça, on travaille quotidiennement avec certaines d'entre elles et avec des résultats très positifs. Je pose une dernière question. Alors, pour moi, déjà merci pour ce témoignage et ce retour d'expérience. Vous avez parlé de quelques leviers justement pour réussir la transformation, notamment sur les mouvements, la transparence. Et parallèlement, vous sembliez tous d'accord sur le fait qu'il y ait eu au sein de vos structures un décalage entre ce que vous faites et ce que vous proposez à l'extérieur. Et donc ma question est de savoir, est-ce que c'est stratégique au sein de votre fonds? Est-ce que c'est une stratégie de votre part justement de créer cet écart entre ce que vous faites et ce que vous proposez? Et d'une part, et d'autre part, quel est l'impact finalement par rapport à votre portefeuille client? Est-ce qu'il y a une désolarisation des clients? Tout simplement. Je ne crois pas que ce soit une stratégie, je crois qu'il y a juste un décalage entre l'arrivée des évolutions techno, process, outils et la cible que vous visez. C'est bien ce décalage-là qui génère la frustration à la fois de nos clients et de nos collaborateurs. Aujourd'hui, est-ce que si dans la banque de détail vous demandez est-ce qu'il y a un souci client, étude des clients, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il ne faut pas gagner contre les clients. On n'a pas aujourd'hui désaffection de nos clients de manière massive. Tout simplement. D'une part, parce que je pense qu'on a quand même des collaborateurs très engagés et qui font tout pour les garder et qui se donnent beaucoup de mal pour ça. Parfois dans des conditions pas simples. Et puis, j'ai envie de vous dire de façon un peu plus cynique, c'est comme toutes les banques sont engagées à peu près dans la même transformation, il est peu probable qu'ils trouvent bien meilleur ailleurs. Donc, il y a une forme de fatalité, un peu comme les opérateurs téléphoniques, les opérateurs Internet. C'est pas parce que je vais passer chez Soch ou chez Paki que ça va bien marcher, mon Internet à la maison. Donc, voilà. En revanche, on sait aussi que les premiers qui seront
la cible du modèle, photovoltaïque. On sait que ceux qui se différencieront durablement plus vite que les autres, ils gagneront beaucoup en termes de capacité. Ça, c'est certain. Et là, aujourd'hui, pour moi, tout le monde est dans la même transformation, il n'y a pas de la même vitesse. Alors, je vous propose de continuer ces échanges. Si vous avez d'autres questions, de ne surtout pas hésiter à rester quelques instants de plus, parce qu'il reste quelques viennoiseries, un peu de café et de jus d'orange, donc surtout n'hésitez pas. Je voulais faire un petit peu le wrap-up, le résumé de ce qu'on a entendu. Et moi, ce que j'ai entendu, ça m'a rappelé quelque chose. Quand j'ai démarré ToSpark, je me suis beaucoup fait accompagner. Et quand j'ai dit que mon ambition, c'était de créer une entreprise qui soit capable de travailler avec les grands groupes, on m'a dit « Oh là 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 là, mais dans quoi est-ce que tu t'embarques ?» La plus grande difficulté des startups, c'est de savoir dire non et de renoncer. Et la plus grande difficulté des grandes entreprises, c'est de savoir dire oui. Et donc, c'est très compliqué pour ces deux types d'entités tellement différentes d'arriver à travailler ensemble. Moi, ce que j'ai entendu ce matin, c'est quelque chose d'assez différent. J'ai entendu des messages d'amour et de fierté pour le métier que font Cédric et Paul. Pas seulement pour eux, bien sûr, mais pour l'ensemble de leurs collaborateurs. Ils font tous les deux la banque, ce sont de très beaux métiers, c'est de très grandes responsabilités aussi. Et d'arriver à ce type de réalisation et d'arriver à le déployer à très grande échelle, c'est quelque chose qui est difficile mais qui est aussi important. Et c'est ce à quoi ils s'attellent. Ça passe, et j'ai aussi entendu, donc pas seulement des messages d'amour et de fierté, mais aussi des messages d'ambition. Ce qu'ils font, c'est quand même extrêmement difficile, et je pense que vous pouvez être fiers déjà du chemin parcouru et du chemin que vous anticipez pour les prochains mois et les prochaines années. Donc vraiment bravo pour ça. Vous avez parlé de valeurs qui sont des valeurs fortes, vous avez parlé de transparence, vous avez parlé d'apprendre à renoncer, d'apprendre à faire des erreurs, vous avez parlé de culture, de savoir s'adosser à ça aussi, de ne pas s'oublier. Vous avez aussi parlé de temps, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, on veut souvent aller trop vite, se précipiter. Mais surtout, vous avez parlé d'humain. C'est-à-dire que finalement, ces transformations, dans leur grande majorité, ne peuvent passer que par un humain à la fois. Dans des immenses organisations, nous, on a la fierté et le bonheur de travailler avec vous sur ce type de problématique, arriver à déployer à très grande échelle, 1 minute par jour. Et voilà, c'est une des choses qui donne beaucoup de sens à notre métier, à notre raison d'être un petit peu. Et je vous remercie pour ces témoignages qui étaient extrêmement inspirants. Merci à vous tous également pour être là ce matin. Et encore une fois, n'hésitez pas à rester si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants d'aujourd'hui. Cédric et Paul. Merci à toi, Lara. Un mot avant de vous quitter, effectivement. On a vu que plus le paquebot est ancien et peuplé, plus les capitaines doivent faire montre d'audace et d'ambition. C'est le cas de nos speakers qu'on peut à nouveau remercier. On retiendra la poignée de main entre Gorbatchev et Reagan, celle entre Mao et Nixon, celle entre Arafat et Rabin, et aujourd'hui celle entre Verbin et Georges. Merci messieurs. Dernier point, vous avez sur vos chaises ce questionnaire, il est précieux pour nous. Il nous dit ce que vous avez pensé de cette matinée, ce que vous souhaitez pour l'avenir. Ça me permet également de remercier la grande prêtresse de ces manifestations qui s'appelle Alexandra et qui est ici. Merci Alexandra. Et merci à tous que vous retrouvez à côté. Dernier point, et c'est l'objet de la dernière slide derrière moi, le 31 janvier prochain, qui entre-temps est devenu un jeudi. Nous accueillons les plus intéressés parmi vous à une matinée inédite qui est sous le format d'un workshop. Il s'agira d'aller creuser les freins au déploiement en tissant donc la toile qui a commencé ce matin ensemble, les freins au déploiement des transformations dans la banque. Et également, pour ceux parmi vous qui nous connaissent déjà, qui ont déjà l'habitude de travailler avec ToSpark, la wishlist des fonctionnalités que vous imaginez pour vous rendre la vie plus simple en 2019.
Vous pourrez également vous inscrire sur les questionnaires. C'était le mot de la fin. Merci à tous.